Bonjour à tous. Pour comprendre les principes fondamentaux de l'UML, il est essentiel de commencer par une représentation graphique des concepts. Le diagramme de classe nous permet de visualiser la structure d'une classe et comment elle interagit avec les autres. Imaginez un paysage rural, les différentes parties de ce paysage sont représentées par des classes distinctes. La classe terre représente le sol, tandis que la classe arbre représente une entité qui croît sur cette terre. Nous allons explorer comment ces classes interagissent pour créer un système plus complexe. Passons maintenant à la représentation graphique des classes. Le diagramme de classe est un des outils les plus utilisés en programmation orientée objet, POO. Il permet de visualiser la structure d'un système en montrant les classes, leurs attributs et leurs méthodes. Cela aide à comprendre comment les classes interagissent entre elles. Imaginons une bibliothèque, chaque livre a des attributs tels que titre et auteur, ainsi qu'une méthode pour afficher ces détails. Les membres de la bibliothèque ont des relations avec le livre qu'ils empruntent ou rendent. La bibliothèque elle-même gère une liste de livres et fournit des méthodes pour les ajouter ou les rechercher. Ce diagramme aide à comprendre comment ces entités fonctionnent ensemble. Maintenant que nous avons vu comment les classes sont représentées dans le diagramme de classe, passons à l'exploration d'une classe en soi. Une classe représente un concept qui encapsule un état et un comportement. L'état est constitué des attributs, qui ont un type précis. Le comportement est composé des opérations, qui ont une signature unique. Cela signifie que le nom de la classe est la seule information obligatoire pour définir son identité. Maintenant que nous avons vu comment une classe est représentée dans le diagramme de classe, passons à son contenu intérieur. La première partition montre le nom de la classe, qui définit son identité unique. C'est comme un label qui nous indique quel type de données ou de services cette classe peut gérer. La deuxième partition présente les attributs de la classe, qui sont des variables membres qui stockent des valeurs. Le type de ces attributs est important car il détermine le format des données que la classe gère. Enfin, la troisième partition liste les opérations ou méthodes que la classe fournit pour interagir avec ses propriétés. C'est comme une carte qui nous montre les chemins à suivre pour utiliser les services de cette classe. Compte, 96 mots. Passons maintenant à la visibilité des composants d'une classe dans UML. Vous avez déjà vu comment une classe est représentée avec ses attributs, opérations et relations. Maintenant, il faut comprendre ce que signifie rendre certains composants accessibles ou non. Il existe trois types de visibilité, public, privé et protégé. Les attributs ou opérations définis comme publics sont accessibles depuis l'extérieur de la classe, c'est-à-dire qu'ils peuvent être manipulés par d'autres classes qui partagent cette même classe. Les attributs ou opérations définis comme privés sont accessibles uniquement à l'intérieur de la classe elle-même. Cela signifie que ces composants ne doivent pas être directement accédés depuis l'extérieur. Les attributs ou opérations définis comme protégés sont accessibles à l'intérieur de la classe et par les classes dérivées, c'est-à-dire les sous-classes. Cela permet une certaine flexibilité pour les classes qui héritent d'une classe parente. En résumé, il est important de choisir soigneusement la visibilité des composants pour assurer la cohérence et la modularité du code. Maintenant que nous avons vu comment les opérations sont représentées avec leurs attributs dans UML, passons à la directionnalité des paramètres. Vous devez savoir que chaque paramètre d'une opération peut être spécifié comme étant in, out ou in ou, selon sa direction par rapport à l'appelant. C'est-à-dire, si un paramètre est in, cela signifie qu'il est uniquement en entrée et n'a pas de valeur à renvoyer. Si un paramètre est out, cela signifie que la méthode modifie cette valeur pour la renvoyer à l'appelant. Enfin, si un paramètre est in ou, il est modifié par la méthode et renvoyé à l'appelant. Comprendre ces directions est crucial pour utiliser les opérations de manière efficace en programmation orientée objet. Compte, 96 mots. Maintenant que nous avons vu les différents types d'opérations en UML, passons à la perspective selon laquelle ces diagrammes sont interprétés. Il existe trois perspectives principales. La perspective conceptuelle représente les concepts dans le domaine étudié. Cela permet de visualiser l'ensemble des relations et des interactions entre les objets du système. Ensuite, il y a la perspective de spécification qui met l'accent sur les interfaces des types abstraits de données, TAD, au sein du logiciel. Cette perspective est essentielle pour comprendre comment le système interactue avec son environnement. Enfin, la perspective d'implémentation décrit comment les classes vont implémenter leur interface. Cela aide à visualiser comment les différents composants fonctionneront ensemble pour atteindre l'objectif du système.
Ces perspectives complètent mutuellement pour offrir une vision complète des interactions et des relations entre les objets du système. En passant du sujet précédent sur les types de relations entre les classes, nous allons maintenant aborder l'explication des relations dans un diagramme de classe. C'est ici que nous définissons comment différentes classes interagissent entre elles. Dans un diagramme de classe, vous devez connaître 4 concepts fondamentaux: association, héritage, réalisation et dépendance. Une association représente une relation dans laquelle deux classes utilisent ou interagissent entre elles sans lien de propriété. Maintenant que nous avons compris la définition d'une association dans un diagramme de classe, passons à l'explication de comment cette relation est représentée graphiquement. L'association est généralement indiquée par une ligne pleine reliant les deux classes concernées. Cette relation est souvent nommée avec un verbe ou une expression verbale qui reflète le domaine du problème en question. Passons maintenant au sujet d'héritage dans un diagramme de classe. L'héritage représente une relation taxonomique entre un classificateur plus général et un classificateur plus spécifique, où chaque instance du classificateur spécifique est également une instance indirecte du classificateur général. Cela nous permet de définir des relations de type étant. Dans un diagramme de classe, la relation d'héritage est représentée par une ligne pleine avec une flèche creuse pointant de la sous-classe vers la superclasse, et le nom de classe abstraite est affiché en italique. Un exemple clair de cela sont les spécialisations de superclasses, comme sous-classe 1 et sous-classe 2 qui sont des instances directes du classificateur plus général. Continuons avec l'étude du diagramme de classe. L'agrégation représente un type spécial d'association, où une classe est définie comme faisant partie d'une autre classe. C'est une relation, fait partie de, qui indique que les objets de la classe agrégée ont des durées de vie distinctes et qu'ils sont liés à l'ensemble des objets de la classe principale. En pratique, cela signifie que la classe principale est souvent plus stable et dure longée que les objets associés, qui peuvent avoir une durée de vie différente ou même être créés et supprimés indépendamment. La représentation graphique de cette relation utilise un diamant non rempli à l'extrémité associé à la classe agrégée. Continuons avec le diagramme de classe, composition. C'est une relation d'agrégation où les parties sont détruites lorsque l'ensemble est détruit, c'est-à-dire que les objets de classe 2 sont affectés par la fin de classe 1 et vice-versa. Cette relation représente une forte association entre les deux classes, où un objet de classe 2 ne peut exister qu'au sein de classe 1. En d'autres termes, l'ensemble n'est valable que si toutes ses parties sont présentes. Passons maintenant à la dépendance dans le diagramme de classe. Une classe utilise un objet d'une autre classe dans le code d'une méthode, ce qui définit cette relation. Si l'objet n'est pas stocké dans un champ, il s'agit de dépendance. C'est une forme d'association où les modifications de classe 1 peuvent avoir un impact sur classe 2, mais pas l'inverse. Cela est représenté par une ligne en pointillé avec une flèche creuse, qui montre la direction de l'utilisation de l'objet dans le code. Maintenant que nous avons vu les différentes relations entre les classes dans un diagramme de classe, passons à la réalisation. Cette relation représente l'implémentation d'une interface par une classe. C'est-à-dire que la classe modèle fournit des détails sur ce que doit faire l'objet qui la réalise, et c'est cette dernière qui apporte les spécificités nécessaires pour fonctionner réellement. En d'autres termes, la réalisation est comme un rendez-vous entre l'interface et son implémenteur. Définition: le diagramme de classe utilisera maintenant le concept de cardinalité pour représenter les relations entre les classes. Il s'agit d'une relation d'agrégation où les parties sont détruites lorsque l'ensemble est détruit, c'est-à-dire que les objets de classe 2 vivent et meurent avec classe 1 et ne peuvent exister seuls. C'est pourquoi nous utilisons une ligne pleine avec un diamant rempli à l'extrémité associée à la classe composite pour représenter cette relation, indiquant une dépendance étroite entre les deux classes. Poursuivons avec le diagramme de classe, cardinalité. Lorsque nous avons un 1 dans la relation entre deux classes, cela signifie qu'une instance de l'une des classes doit être associée à exactement une instance de l'autre classe. En d'autres termes, il s'agit d'une relation très étroite et dépendante. Dans le cas d'un passeport et d'une personne, chaque passeport est bien unique et correspond à un seul individu. De même, chaque personne a exactement un passeport associé. C'est pourquoi nous utilisons une ligne pleine avec un diamant rempli pour représenter cette relation, qui indique que les instances sont étroitement liées et ne peuvent pas être déconnectées sans conséquence. Maintenant que nous avons vu comment représenter les relations 1 entre les classes, passons à l'exemple de la relation 1 avec une classe. Lorsque nous avons un 1, cela signifie qu'une instance de la première classe peut être associée à plusieurs instances de la deuxième classe. C'est comme le cas d'un magasin qui peut avoir plusieurs employés,
mais chaque employé est unique et représente un client. Dans ce diagramme de classe, nous utiliserons une ligne pleine avec un diamant rempli pour indiquer l'association multiple. Maintenant que nous avons vu comment représenter les relations 1 et 1, passons à la relation 1. Cette relation signifie qu'une instance de la première classe peut être associée à exactement une instance de la deuxième classe. C'est comme le cas d'un groupe qui peut avoir plusieurs membres, mais chaque membre est unique et représente un projet. Nous utiliserons également une ligne pleine avec un diamant rempli pour indiquer cette association unique. De la relation 1 que nous avons vue précédemment, passons à la relation 0, 1 qui représente un cas particulier. Dans cette relation, l'instance de la première classe peut ne pas être associée à aucune instance de la deuxième classe où elle peut en avoir exactement une. C'est comme le cas d'un conducteur, qui peut ne pas avoir de voiture ou en posséder une seule, ce qui correspond parfaitement à cette relation 0, 1. Cette association unique ou son absence est souvent représentée par un diamant plein ou vide pour indiquer que l'instance de la première classe n'est associée qu'à une instance de la deuxième classe si celle-ci existe. Maintenant que nous avons vu comment représenter la relation 1, passons à la relation 0, qui correspond au cas d'une bibliothèque. Une bibliothèque peut ne contenir aucun livre et ce cas est représenté par le chiffre 0 dans notre diagramme de classe. Mais cette relation peut également être associée à plusieurs livres pour une bibliothèque, c'est donc un cas où l'on a ou plus d'éléments. Maintenant que nous avons vu comment représenter les relations 1 et 0, passons à la relation, qui est le cas d'un groupe de personnes. En termes de bibliothèque, c'est ce que représente la relation. Un livre peut avoir plusieurs auteurs et un auteur peut écrire plusieurs livres. Maintenant que nous avons vu comment représenter les relations 1 et 0, continuons en discutant de la relation. Cette relation est représentée par une flèche pointillée qui indique qu'il peut y avoir de nombreuses instances des éléments associés. Dans le contexte d'un système éducatif, cette relation pourrait représenter les relations entre un étudiant et un cours. Un étudiant peut prendre plusieurs cours tout au long de sa formation, et chaque cours a la possibilité d'avoir plusieurs étudiants y participant. Cette relation est donc très flexible et permet une grande variabilité dans la structure des données. Continuons avec l'exemple de diagramme de classe, cardinalité. Comme vous pouvez le voir sur la slide, cette relation représente un groupe de personnes qui peuvent être associées à des éléments spécifiques. En termes de bibliothèque, c'est ce que représente la relation. Un livre peut avoir plusieurs auteurs et un auteur peut écrire plusieurs livres. L'image montre comment cela fonctionne en détaillant les différents types d'éléments associés à une classe, tels que des items description ou des classifications spécifiques. Cela nous donne une idée plus claire de la manière dont cette relation est représentée dans le diagramme de classe.